Non, on l'a fait une fois. Moi j'avais les 5, mais on dirait. Oh merde, putain, si j'avais su. C'est déjà ta main? Non, non, n'aie pas ça. Non, la grosse, je vais mettre en mode. C'est déjà ta main pour pas que tu la fasses tomber. C'est chiant d'être d'accord. C'est un coca. Viens. Elle est terrorisée. Viens. 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 Lève ta main, non? Non, Lui, il s'est mis sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Désolé, attention. Je vais mettre en code. J'entends plus, là. Ça crie. Là, au moins. Vous aimez bien, on va l'air comme ça, mais... Ah, regarde ça. La pique, hein? Je veux dire, moi je me soigne pas les pieds. Ouais. Bah vas-y, ça va plaisir. Regarde mon cul. Bah ouais. C'est pas encore la faute. Attention, regarde. Que le tsunami du Japon a pris naissance. Et ils ont découvert ces chats. Et ils les ont ramenés à Moscou. Et cette exposition. Donc au départ, bien sûr, c'était des chats russes, importés par les Russes. Moi, la première vient de Russie. Hein. Et puis, bien entendu, on est obligé d'aller les chercher à l'étranger. J'en ai une qui vient d'Ukraine, un qui vient de Norvège, deux qui viennent du Danemark, mais toujours importées par des Russes. Voilà. Là, il a sa photo d'été. Hein. Enfin, quand même, au niveau de la queue. Un British longueur. Bébé. Elle est mignonne. C'est une tortille, elle est bleu crème. On voit le crème sur le côté. Elle est magnifique aussi. Voilà, si on fait le tour, on va partir. Souvent, on confond le chartreux et le british. Je vous ai montré tout à l'heure que le british était rond, avec une tête ronde comme une pomme. Le chartreux, lui, il a du museau.
il a un beau museau. Alors là, c'est un mâle et c'est un mâle reproducteur. Donc, il a des grosses bajoux. Plus il reproduit, plus il va avoir de bajoux. Hein? Le chartreux a une tête qui n'est pas ronde, elle est trapézoïdale. Et plus il a de bajoux, plus elle est trapézoïdale. C'est le chat français. Il y a deux chats français. Le chartreux, que vous avez là, avec des petites minettes qui sont très jolies à côté. Des petits mâles qui sont à côté. Et puis le deuxième chat français, c'est le sacré de Birmanie, à la droite. Voilà. Et oui, le sacré de Birmanie. Très très beau. Alors le sacré de Birmanie, comme le thaï, comme ce qu'on appelle dans le siamois, sont des chats qu'on appelle colore-point. C'est-à-dire que les extrémités sont colorées. Alors il peut y avoir plein de couleurs. Ça peut être 6 points, c'est-à-dire, voilà, vous en avez un, de 6 points. Vous avez du bleu point, vous avez du lilas point, du red point, etc. Hein, voilà. Le sacré de Birmanie est une des races les plus exigeantes pour les éleveurs qui veulent faire des expositions parce qu'il y a des problèmes de gantage. Regardez ici les extrémités, les petits grands blancs. Ils doivent être identiques, ils doivent avoir la bonne longueur. Ça doit remonter derrière la patte arrière. Regardez, le blanc doit remonter. Ça s'appelle. Voilà. Les extrémités doivent être colorées. Il ne doit pas y avoir de blanc au menton, c'est ce qu'on appelle la goutte de lait. Le nez doit être rond-main. Et il doit y avoir tout ça. Il ne doit pas y avoir un seul défaut. Hein? C'est vraiment, moi j'estime que les éleveurs de sacré de Birmanie, c'est un sacerdoce parce que il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans les juges. Voilà. Mais ceux-là sont très 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 bons. Alors, ensuite, on va faire au niveau du cou, vous voyez, au niveau du côté, on voit des petites ondulations. Voilà, vous voyez, on les voit ici. Un petit peu marre là, je crois. Là, c'est ça le problème. Mais ils aiment bien être tranquilles. Donc on continue le tour. Avec nous aussi, c'est pareil. Ah, tous les chats sont comme ça. Les chats n'aiment pas de contraintes. Les ragdolls que l'on confond. J'ai pas de plumeau, parce que plumeau il adore. Non, plumeau, on n'en a pas encore. J'en ai pour une expo, mais j'ai pas de plumeau. Là, vous avez un modèle unique, c'est un modèle unique, c'est le seul en France pour l'instant, il est de couleur lilas. Voilà. Alors la grosse le lilas, Même faune. on les a aussi en famille avec des murs. En bicolore, c'est, je ne sais pas trop là, vous reconnaissez, c'est un V inversé sur le nez. Voilà. C'est femelle. Elle est belle parce que c'est une femelle, le monsieur me dit, elle est magnifique. Hein. Et puis, là, ici, un chat que vous ne connaissez pas. Oui, là. Pas trop contente. Un regard. Non, c'est la race du chat qui est comme ça. Non, mais elle a un regard. Non, elle a un regard bien spécifique. Ah, je vois tout. Ça ressemble un peu à comment les félins, avec les plumes sur les bouts des œufs. Les lynx. Ouais, les lynx. comme ça. Ah, elle est magnifique, j'aime bien. Ouais. Et l'accent. Voilà l'accent. En robe d'été. Et l'exotique charter, eh ben, c'est le persan à poil court. Donc avec un nez Qu'on pense qu'à la base, pas proéminent du tout. Un nez bien proéminent. Ouais, c'est pas évident. Les chats comme les bassets, qui ont des pattes très très courtes. Alors, les munchkins de femmes, pardon, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur les pattes des chatons qui vont avoir la caractéristique. Toujours magnifique, ils m'ont tous fait mlum la main, ça suffit. Hein. J'en ai déjà deux, c'est droit. Voilà. Chat de petite taille. On enlève la Allongez.
Chocolat de couleur plus soutenue, plus chaude. Voilà. Chocolat, c'est couleur chocolat. En plus, ça, le cinnamon, il est vraiment humide. Et donc, le cinnamon, un peu plus sale, quoi. Ça, c'est un chocolat. Ah, mais le cinnamon, c'est du chocolat ou du bleu? C'est pas une dilution du chocolat, c'est une modification du gène noir pour donner du chocolat qui a à nouveau été modifié pour donner du Voilà, on a fait le tour. Mais c'est à chaque fois c'est le gène noir. Je n'ai pas montré le burmese américain. Donc, pour les quelques personnes qui sont encore là, le burmese américain, il est là-bas. Et c'est vrai, j'ai fait sortir le norvégien, pas le burmese. Ah ouais. Bah cinnamon, première fois en 9 ans qu'on a un cinnamon alors. Ah je la garde, regarde la chocolat. Non. C'est comme le passé, hein, le passé. Ah ouais, c'est comme un petit capot. Voilà, c'est ça. Bon appétit. La pâte, le duc, regarde le duc. Tu l'entends? Comment elle fait? Ah, ils mangent ils sont un petit peu carnés. Parce que oui, ils mangent, des fois ils mangent des petits lapins, des petits peur. Voilà, ça c'est pas On va aller voir la ferme. Triste, mais c'est moche, mais ça arrive aussi, tu vois. Donc ça, vous voyez, tout est lacé partout, c'est pour attacher les armures. Une armure est faite sur mesure. Chaque personne a son armure. Initiation aux danses et chants de l'époque, mais également du maquillage elfique, l'initiation des enfants de 3 à 12 ans. Le bracelet qui vous sera délivré est valable pour la journée uniquement. Vous avez pas de dents? T'as pris le maillot, hein.
attendre qu'il y a d'autres enfants qui sortent avant que toi tu poses rentrer. Sinon après il y a trop de gens. Et après les animaux ils vont avoir peur. Regarde les petits là. Vous êtes la tentation de suicider quelqu'un. Regardez, le médiateur de la journée qui va manger des canards. Tu montes là-bas ou pas? La cherche. C'est celle-là, mais on ne voit pas bien. La cinquième, on la voit pas. Elle est cachée par le cuir. Elle est là. Tu vois. Il y a un petit ferraille là. En fait, c'est le prolongement de ta lame. En fait, ta lame, elle est là. Et au niveau de la garde, ça fait légèrement un creux. Ça vient s'affiner. Et en fait, ça remonte jusque là. La lame, elle monte jusque là en fait. Et ça, on l'appelle le tang. On vient mettre 2 morceaux de bois de chaque côté. On prend du cuir. On le recouvre. Et en haut, là où tu as ta partie métallique, qui vient jusque là, soit tu viens sertir par le haut, soit tu viens chauffer directement à la forge l'axe pour accrocher ton pommeau, tout simplement. Pour avoir un bon équilibre de ta lame, tu prends le poids de ta lame et tu viens compenser avec ta garde et ton pommeau. Il faut que ta garde et ton pommeau soient quasiment du même poids que ta lame, pour avoir un bon équilibre. Une épée à 2 mains, il faut qu'elle soit impérativement équilibrée parce que tu n'as rien d'autre pour protéger. Donc c'est-à-dire que tu attaques avec, tu pars avec, tu esquives avec. Donc si elle n'est pas équilibrée, tu ne pourras rien faire. La lame fait à peu près, pour les épées à 2 mains, il faut compter les plus lourdes 3,4 kg à 3,6 kg. Celle-ci fait à peu près 2 kg. Donc après je vais te parler de la lame par elle-même. Déjà, jamais mettre ses doigts sur une lame. Tout simplement parce que c'est de l'acier. Voilà, il y a eu des doigts de poser. Ta main, elle est acide. Ta peau, elle est acide naturellement. Quoi que tu fasses, elle est acide. Dès le moment où tu vas commencer à poser tes doigts sur la lame, ça va la piquer. C'est-à-dire que là, sur le creux, tout de suite dans l'immédiat, ça va rien faire. Et ça, Par contre, au soir, ça sera rouge. Donc là, après, c'est un quart d'heure pour nettoyer la lame. Temps de passer de la paille de fer, de rehuiler la lame. C'est énormément de boulot. Oui, elle est piquée. J'avais vu par rapport à... Donc, après, pour la... T'es obligé de dire à ta femme de surveiller et là tu vas... Moi j'aime bien, c'est les petits gars. Oh, il est trop mignon. Par contre, le cri il est aigu. Hein. Oh là là.
N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Bon, c'est pas voulu, mais il vient de séparer le troupeau mouton et chèvre. Je pense que c'est plutôt assez incroyable. Bravo, fan. Voilà. Faites attention aux enfants. Ah, ça tente, hein. Ça voit un espace entre les jambes. Le mouton, ça se faufile. Hein. Obstacle 2 franchi, on peut applaudir. Je suis en train de faire connaissance avec mon obstacle 3. Je veux pas travailler au sifflet. L'avantage de ça, c'est quand ils font des manifestations, le sifflet, c'est bien. Parce que là, personne ne travaille là-bas. Si les moutons ou les chèvres passent à travers vous, vous pouvez les caresser. Pas de problème, du moment que ça ne gêne pas le travail du chien. Alors forcément, on a les moutons. Bah voilà, on voit pas les dire non. Alors que je commençais à aller voir tous les hommes avec des t-shirts bleus, ça la fout mal. Oui. Moi, je vais prendre une grande Le restaurant Le Chalet, le kiosque, spécialité de grillade au feu de bois, l'ambassadeur, bar, brasserie, activité nautique, la pêcherie du lac et entreprise Poisson, de rénovation Merci également à la malle au trésor, les riches de Pierrepont, la clinique tous les annonceurs, cité, e-commerce à Pierrepont. Remercions également la mairie de Pierrepont, la commune de l'Isère de l'Oise, le département de l'Oise et la région de Hauts-de-France pour leur soutien à cette manifestation. Bien. Pas mal. Ouais. C'est bon. C'est avec Alexis? Bah oui. Oula. Pas mal, alors lui, il est premier degré. Il est premier degré. Ah. Alors c'est bien les prises de fer, mais c'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Alors ça glisse, mais en fait c'est au premier qui réagit. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, après on dégage et on frappe. Voilà. Donc à l'idéal on ne fait pas. En général c'est dangereux pour les deux. Vas-y. C'est pas mal. Je mets mon épée, mais je la mettrai pas que... Voilà. Pas mal.
pas mal. Comme l'oiseau comme ça, c'est peut-être bizarre, c'est un tour. Là, c'est un aigle. Là, je sais pas. Celui-là, là. Celui-là, là. Sa tête, là. C'est le faucon crécelle. À notre époque, au Moyen-Âge, on l'appelle le faucon crécelle. Crécelle, comme le jouet en bois qu'on tourne et qui fait du bruit. Car quand il crie, il fait le même bruit que ce petit engin de bois. Avec la déformation du langage, quelques siècles plus tard, on l'appellera le faucon cresserelle. Il a la tête couverte de plumes grises, il a la tend des ailes sur place. Il fera ce qu'on appelle le vol du Saint-Esprit. Il battra des ailes, il fermera ses ailes et se laissera tomber sur un tout petit oiseau qu'on appelle le campagnard. De petites souris et de sauterelles. Voilà, et on va le rentrer, notre ami Bug, on ne va pas lui demander plus d'efforts, vous pouvez l'applaudir très fort, le petit faucon cresserelle. Mais au Moyen-Âge, ce n'était point, c'est environ 1 kilo. Et là, c'est un mâle. Celui-ci pèse environ 700 grammes. La femelle est plus lourde, plus puissante. Elle chassera des proies beaucoup plus grosses. Mais on va d'abord faire évoluer notre ami, le petit marquis. Et oui, on l'a appelé marquis. Ce petit faucon pèse 750 grammes. Il fait partie d'une famille d'oiseaux qu'on appelle les faucons. Les faucons sont les animaux les plus rapides sur... L'animal va, hop, hop, l'animal va accélérer. Ah ben oui, il faut que tu reprennes un peu de vitesse là, maintenant que tu as pris la ficelle. L'animal va s'élancer, monter un petit peu dans le ciel. Ça va lui permettre d'acquérir une vitesse qui lui permettra d'attaquer le jouet. Il boude un peu parce qu'il a pris la ficelle. Allez, hop, là c'est bon. Voilà. Alors c'était pas facile pour lui parce que vous avez vu au premier passage, il avait calculé sa trajectoire serrée et au passage il a pris la ficelle. Alors pourquoi je mets une ficelle? Parce que ce jouet il pèse 300 grammes, il me faut quelques heures pour le fabriquer et si je le lâche, l'oiseau part avec et il va manger son pigeon plus loin, il ne veut pas le partager avec vous tous ici. Vous êtes nombreux, l'animal vous prend pour des concurrents et il n'a pas envie de partager son pigeon avec nous. Il va manger un petit morceau sur son pigeon et si on veut récupérer le pigeon, et bien maintenant Marlène va s'approcher de l'oiseau, elle va faire courtoisie à l'animal et échanger la proie contre une bonne récompense. Voilà comment chasse le faucon. Le faucon. Vous pouvez l'applaudir très fort, il s'appelle Marquis. Celle qui arrive maintenant, elle est un petit peu plus vieille, c'est son aînée. Elle s'appelle Aya et elle a 8 ans. Cet oiseau chasse un petit peu plus efficacement que notre ami Marquis et elle va gérer son vol un petit peu plus loin en espérant qu'elle n'aille pas là-bas attraper les poules ou les canards qui sont explosés un petit peu plus loin. Hop là. Et on va lui demander d'attraper sa proie. Alors ça c'était une technique de chasse un petit peu particulière du faucon. Elle a pris sa proie en passant sous le pigeon. Quand elle arrive sur un vrai pigeon vivant, elle le retourne, elle descend avec lui jusqu'au sol et d'un coup de bec rapide et brutal, elle lui coupe les vertèbres. Faut dire c'est fort. Elle vivra entre 20 et 25 ans. Alors ça, c'était des oiseaux qui étaient utilisés pour la chasse de haut vol. La chasse de haut vol, c'est une chasse avec un oiseau qui... et pourquoi t'as pris les pattes du lapin? Ça porte bonheur. C'est pas une histoire de grand-mère, ça? Les lapins et les pattes de lapin? Alors, comment il court, maintenant, mon lapin? Il rampe.
Non, mais toi, t'as parlé trop, tiens. C'est ton grand frère. Il est courageux, ton grand frère? Ou il est trouillard? T'as peur des araignées? Viens avec moi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hop là, lâche tout. Impeccable. Impeccable. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et là, t'as été courageux. Alors attends, viens voir. Je vais t'expliquer ce qui se passe maintenant. Regarde notre oiseau. Il a attrapé le lapin et tu vois comme il écarte ses ailes. Il écarte ses ailes, il écarte sa queue et de cette façon, quand on est derrière lui, tu vois, on voit pas le lapin. Si on s'approche un petit peu autour, il va se pencher vers nous, tu vois, il se penche toujours pour cacher le lapin. Et vous pouvez applaudir très fort l'oiseau qui a fait la chasse au lapin. Et quand t'attends pas le lapin sans ça, Il est pas beau, il est tombé. C'est pas lapin ça. Alors ça c'était la chasse. Ah non mais il reste une autre chasse que je voulais. Plus grand que nous ayons dans nos montagnes. Un mâle comme celui-ci pèse presque 5 kilos. Une femelle dans la même espèce va peser jusqu'à 6 kilos. Cet oiseau est capable de tuer une bête de plus de 30 kilos. Que ce soit un sanglier, un chevreuil ou n'importe quel autre gibier. Il pourra soit l'attraper, soit le faire tomber dans les ravins sur les montagnes. Il vit à plus de 1500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite démonstration avec cet animal sur une peau de chèvre qu'on a lestée avec une petite récompense dessus, c'est un petit morceau de poulet. Et on va voir... Lâche tout, lâche tout, lâche tout. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est pas que l'oiseau fasse une démonstration éblouissante. C'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, grâce à vous, notre oiseau a fait un pas de plus dans son dressage. Il s'est familiarisé avec le public et pour une espèce qui est aussi sauvage et craintive que l'aigle royal, eh bien, c'est un bon pas. Je vous remercie de votre aide. Vous pouvez l'applaudir maintenant. Alors cet oiseau, je vous l'ai dit, il est extrêmement puissant. Vous pouvez voir des reportages des fois à la télévision sur les guerriers mongols qui, au Kazakhstan, eh bien, chassent le loup avec un oiseau comme celui-ci. Cet oiseau, en effet, une puissance suffisante dans les griffes pour percer la boîte crânienne d'un loup. En Europe, certains chasseurs se servent de cet oiseau. Avec un oiseau comme celui-ci, on peut attraper des sangliers de 30 kg, on peut attraper des chevreuils ou des jeunes biches. Voilà. Notre ami l'aigle royal. Là, au bord des routes, il est posé, tranquille, il regarde devant lui et vous avez pensé, monsieur, qu'il faisait la sieste. Il n'en est rien. Cet oiseau, quand il est posé sur sa clôture, il regarde par terre devant lui et il surveille la petite souris. Tiens, fais le tour, elle est de ce côté aujourd'hui, la petite souris. Hop, et il se laisse tomber. Ah, c'était une toute petite chasse, hein. Il a vu passer la petite souris et il l'attrape. T'es suivi là-bas, hop. Alors, ça c'est le jeune mâle. La femelle va faire la même chose. Tiens, la femelle, on va voir, attends, viens ici. Chez les animaux, c'est comme chez nous les humains. Des fois, il y a incompatibilité d'humeur, même à travers un mâle et une femelle. Alors, ces oiseaux, ce sont des chasseurs. Et là, vous avez vu, ils vous ont fait voir tout à l'heure qu'ils attrapaient les lapins. Et là, ils se contentent d'attraper une petite souris. Mais c'est ce qui va l'intéresser au quotidien. Car la petite souris est beaucoup plus facile à attraper. La petite souris, elle a un gros avantage. Allez, viens. Viens ici, Andy. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cet oiseau il chasse les petites souris. Il chasse les petites souris tout simplement parce que c'est un animal facile à attraper. La petite souris ne voit pas l'oiseau qui est posé sur son perchoir. L'animal ne dépense pas d'énergie pour l'attraper. Et au fil... Faut que je me dépêche parce que... Et voilà. Alors vous avez vu ces oiseaux avec leurs griffes, avec leurs serres, ils arrivent à attraper un lapin, ils arrivent à attraper une petite proie et ils sont de redoutables chasseurs. Oui, on peut envoyer petit tapis moustique aussi. Tiens, et moustique, lui, il a trouvé une tête. Moustique, c'est l'oiseau qui est là-bas. Alors après, vous... Non, il ne vole pas ta plume, hein, parce qu'il est capable de voler. Tiens, des cheveux frisés, il adore ça, les cheveux frisés. Hop. Ah ben, vous, peut-être, je sais pas. Hein, bougez pas, hein. Bon, ça va, il glisse pas, hein, impeccable. Hop.
Alors vous avez vu, il va pas sur ceux qui sont trop bas. Il va à la facilité. Hein. C'est un animal qui s'économise beaucoup. Hop, croc. Alors, impeccable. Tiens, encore une dernière par là. Allez, hop, on va rentrer maintenant. Allez. Attends, viens là. Alors le but de cette petite démonstration avec l'oiseau qui se pose sur les têtes, c'est tout simplement de vous faire voir que finalement ces griffes de l'oiseau, c'est un petit peu comme la main des humains. On peut faire une caresse, on peut se défendre et donner un coup de poing. La griffe n'est pas synonyme de brutalité. Voilà, la complicité. Bien. Alors celui qui arrive maintenant, voler, lui, il va se déplacer plutôt en courant sur le sol. Cet animal, il vit en Amérique du Sud. C'est un oiseau étrange qui, pour se déplacer, préfère courir. Il préfère courir car, en courant sur le sol, eh bien, il ne va pas dépenser d'eau. Dans les pays très chauds, il s'est aperçu qu'en courant sur le sol, eh bien, il avait besoin de s'hydrater beaucoup moins que celui qui se déplace en volant. Cet oiseau est un caracara, un animal qui, en courant sur le sable du désert, va tout simplement attraper un animal qui en général est mal aimé, qui rampe par terre, un petit peu long comme un tuyau d'arrosage, c'est un serpent. Il va manger au travail un petit peu plus difficile que de retourner un caillou. Je vais vous faire voir maintenant comment il est adroit avec ses jambes. Je vais cacher ici une petite récompense. Je vais poser mon gant à l'envers. J'ai posé la récompense, je plie le gant en deux, je le pose sur le sol. Je quitte. L'oiseau arrive et d'un coup de patte délicat, non mais tu marches dessus là. Applique-toi mieux que ça. Voilà. Attends, on va. Ben oui, t'as fait n'importe quoi, on est obligé de recommencer. Ouais, vous pouvez l'applaudir quand même. Attendez. Ce sont les dames blanches, les chouettes effraies. Un animal discret, mais qui pourtant est observable partout en France, sauf à la montagne. Cet oiseau, c'est un tout petit animal. C'est notre amie, la chouette. Elle s'appelle Mouchette Émira. Un oiseau qui pèse à peine 250 grammes. Elles sont légères, elles sont discrètes. Là, elles voient beaucoup de monde d'un seul coup. On les a mis en sécurité pour pas qu'elles se fassent agresser par les buses et les faucons, car ces oiseaux qui sont des rapaces nocturnes, qui peuvent sortir aussi dans la journée. Ne croyez pas que rapaces nocturnes, ça, la nuit comme le jour, elles sont discrètes. C'est les petites chouettes effraies, les dames blanches, les frais des clochers. Voilà tous les noms qu'ont ces charmants oiseaux. Elles s'appellent chez nous Mira et Mouchette. Vous pouvez les applaudir très fort. Alors les filles m'ont fait une blague. En réalité, la plus timide des deux oiseaux que vous avez vu voler s'appelle Flip. On va aller avec Marion. Il y a des guêpes, fais gaffe. Voilà. Cet oiseau, c'est le hibou grand-duc. Lui aussi, c'est un rapace nocturne. Et lui aussi, il est capable de sortir dans la journée. Lui aussi n'est pas gêné par la lumière du soleil. Il y voit aussi bien que vous et moi à cette heure de la journée. C'est juste que la nuit, cet oiseau a une particularité. La structure interne de son œil amplifie la lumière. Une toute petite étoile qui brille dans le ciel et l'oiseau y voit comme en plein jour. Pour lui, il n'y a pas de différence donc entre le jour et la nuit. Il est capable de chasser tout aussi bien les lapins, les lièvres, et particularité de notre ami le hibou, c'est d'être un super prédateur. Un prédateur qui chasse d'autres prédateurs. Une soixantaine d'années en captivité. Au terme de son existence, ses yeux, que vous avez pu voir de couleur jaune-orangé, seront presque rouges. C'est un super prédateur. Un prédateur qui élimine la concurrence en mangeant les renards,
en mangeant les faucons, les buses, les grands corbeaux. Il chassera aussi les lapins, les pigeons, enfin bref, il ne craint personne. C'est notre ami le hibou grand-duc et vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Notre ami Alcor, il pèse environ 2,5 kg. Cet oiseau est présent dans toutes les régions où vous avez des falaises. Si vous n'avez pas de rocher, il n'y a pas de grand-duc. Alors maintenant, ici, ah oui, c'est sa tête dans les entrailles des cadavres et elle va aller chercher le cœur, le foie, les tripes. Parce qu'en plus, c'est dans les cadavres, ça sent mauvais. Alors, Choupette, elle n'a pas toujours une odeur très agréable. Mais Choupette, on lui a donné un petit nom gentil parce que Choupette, elle est très utile dans la nature. Choupette, elle va manger les cadavres, elle va nettoyer la planète et en même temps qu'elle mange les cadavres, elle va manger les microbes. Les microbes. Vous savez ce que c'est les microbes? C'est ce qui fait mourir les animaux de maladies. Les microbes et les bactéries. Alors Choupette, elle va manger les cadavres en même temps qui en Afrique et qui vient se reproduire dans les Alpes du Sud, c'est le Percnoptère d'Égypte. Voilà les espèces de vautours qu'on a chez nous dans nos montagnes. Et je vous le rappelle encore une fois, regardez-les différemment, maintenant que vous savez qu'ils sont capables de manger les microbes et les bactéries. Choupinette. Ouais, Choupette. Viens Choupette. Elle s'appelle Choupette. C'est le petit vautour africain. Elle est encore un petit peu timide par moment. Et quand elle est timide, elle devient toute rose. Vous avez vu la tête? Si vous la regardez quand elle est plus calme tout à l'heure après le travail, eh bien, elle est toute grise, toute calme. Choupette. Elle a 5 ans, Choupette aussi. Elle s'appelle Choupette. Et de toute petite taille. Max. 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 Allez, viens. Allez, viens. Il s'appelle Max. Non, il s'appelle pas Max. Hop. Alors, mon petit Max, lui, il a exactement 8 ans. 8 ans, c'est un mâle. Il est assez petit, assez léger. Il va donc traverser ces 2 continents. Je vais vous présenter en même temps eh bien, une femelle dans la même espèce. Et vous allez voir la différence de taille entre les 2 oiseaux. La jeune femelle qu'on va vous présenter maintenant, elle est un bébé. Elle est née le 8 juin de l'année dernière. Elle a seulement 1 an. Elle est beaucoup plus grande. Elle pèse presque le double de ma... La taille et la grosseur qu'il aura tout au long de sa vie. Dès que les plumes ont poussé, l'animal est capable de voler et de chasser. Ces oiseaux, quand ils se reproduisent, peuvent pondre seulement 1 ou 2 œufs. En traversant 2 continents, cela leur permettra, eh bien, tout simplement, d'être capables... L'oiseau qui s'élance maintenant, c'est tout simplement notre ami le pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche, c'est l'emblème des États-Unis. C'est un aigle pêcheur, un oiseau qui, pour se nourrir, va s'élancer d'une falaise ou d'un arbre, va accélérer très vite et va harponner avec ses griffes à la surface de l'eau un poisson qui est venu gober une mouche ou une sauterelle. Cet oiseau puissant, avec son grand bec, pourra découper la peau du poisson couverte d'écailles. Cet animal n'a la tête et la queue blanche que lorsqu'il est adulte, à l'âge de 8 ans. À la naissance, il est tout noir. Progressivement, les plumes vont devenir blanches sur la tête et sur sa queue.
ce grand pêcheur lorsque la mer est déchaînée. Pour présenter les oiseaux, il y avait Marlène, il y avait Hélène et votre humble serviteur Fabien. Avant, vous pouvez nous mettre quelques petites étoiles sur Facebook ou sur Google. Ça nous permet d'avoir une notoriété un petit peu plus grande et de faire connaître notre travail avec les animaux. Si le spectacle ne vous a pas plu, ne dites rien. Il est en train de moudre. Pour vous, madame vieille, mon mot ne le bat point. Envoyez donc des filles demain matin. Envoyez la musique toute jolie fille à moudre. Car il est en train de moudre. Car il est en train de moudre. Il est en train de moudre. Soleil qui va lever, que la belle arrive à bien. Asseyez-vous, mademoiselle, sur ce petit tapis gros. Envoyez-y toute jolie fille à moudre. Car il est en train de moudre, il est en train de moudre. Asseyez-vous, mademoiselle, sur ce petit sac de grain. La bête est endormie, au-dessus du moulin. Envoyez-y toute jolie fille à moudre. Car il est en train de moudre, il est en train de moudre. La bête est endormie aussi près du moulin. Quand elle s'est réveillée, son petit sac était plein. Allez-y toutes, jolie fille à moudre. Car il est en train de moulin, il est en train de moudre. Quand elle s'est réveillée, son petit sac était plein. À que dirait ma mère de voir mon sac si plein? Allez-y toutes, jolie fille à moudre. Car il est en train de moudre, il est en train de moudre. par une perche ici. Ce qui fait que quand j'abaisse ma perche, vous voyez, je détends ici et je libère ce soufflet-là, je peux descendre, ça comprime l'air qui est à l'intérieur, l'air passe dans le tube ici, il passe dans le tube central là, il traverse la paroi ici, il y a un trou dans la brique centrale là, et l'air vient au milieu du foyer. Et dans le même geste, je tends cette corde-là, je tire ce soufflet qui, par un clapet ici, va sur une cassette. Et quand je relève ma perche, c'est l'inverse qui se passe. Celui-là est libéré, on voit l'air. Celui-là est tiré sur le soufflet. Alors attention, il peut y avoir des petites escarbilles, là, ça peut piquer un peu. Chaque mouvement, il y a de l'air d'air. Voilà, ça permet d'avoir un souffle d'air continu dans la forge. Simplement. En levant et en baissant la perche. Ce qui donne la température, c'est pas le fait d'avoir un grand foyer, c'est d'avoir une soufflerie puissante. En fait, la température, c'est juste parce que vous avez du charbon de bois qui est quasiment du carbone pur, et les soufflets qui envoient beaucoup d'oxygène, oxygène plus carbone. CO2, une réaction isothermique, ça fait de la chaleur. Il faut juste envoyer beaucoup d'oxygène dans un tas de carbone, c'est ça qui fait la température.
Non, mais enfin. Apprends-moi C'est Nimbus. c'est moi qui apprends. Alban Bien, d'accord. Non, mais après, T'es parti comme une fusée. Même pas le bon moment. 50 € la photo. Ouais. Ah, j'ai pas encore pensé. Petit encore, il y a 700 de 8 ans.